Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous présente un slide sur une notion de glissement de terrain. Un glissement de terrain correspond à un déplacement des masses de terrain cohérent de volume et d'épaisseur variables. Donc, qui peut être lent, c'est-à-dire quelques millimètres par an à quelques mètres par jour. Par exemple, dans le glissement de Clapeyre, qui débute de 1976 jusqu'à 2002, qui dépend d'une pente et une surface de rupture dite surface de cisaillement. Cette masse de terrain peut être quelques millions de mètres cubes dans le cas d'un mouvement de grande ampleur pouvant concerner l'ensemble d'un versant. Quelques mètres cubes dans le cas du simple glissement de tarif ponctuel. Description d'un glissement de terrain naturel. Lorsqu'on a un glissement de terrain naturel, donc ce glissement de terrain peut présenter plusieurs figures dans l'ensemble. Escarpement principal qui est surface inclinée ou verticale, souvent concave, limitant le glissement à son extrémité supérieure et protégé en profondeur par une surface de glissement. Une couronne, zone située au-dessous de l'escarpement principal, souvent affectée par les désordres sol, quelques fissures de crevasses. Témoignant de la mise en traction du terrain dans cette zone. On a encore une tête, limite à l'amont des glissements, et plus précisément partie où le matériau se trouve en contact avec l'escarpement principal. On a un escarpement secondaire, c'est une cicatrice semblable à l'escarpement principal, mais dans la masse remaniée, ces écartements confèrent à la masse en mouvement instructeur en escalier, comme un escalier. L'élément, un autre élément, c'est qu'on peut dire l'élément qui est une fraction de masse glissée entre deux escarpements. Donc l'escarpement premier et l'escarpement dernier. Puis on a un flanc où ici la limite latérale des glissants prolongeant l'escarpement principal. On a d'autres, si le pied correspond à l'intersection aval de la surface topographique initiale avec la surface de glissement de pied. Le pied est souvent masqué par le bruit. On a l'extrémité inférieure, c'est une zone aval des mouvements de terrain aux extrémités du bourrelet. On a d'autres choses, c'est la surface de glissement principal et la surface de glissement secondaire.
Ce sont ces surfaces-là séparant la masse glissée, c'est-à-dire la masse glissée des terrains en place. On a encore la courbe, c'est la partie centrale du glissement recouvrant la surface de rupture. On a encore des fissures aux crevasses. Les fissures aux crevasses, on peut le trouver dans l'escarpement secondaire et l'escarpement principal. Et à l'intérieur, ce sont des ruptures au sein du matériau qui se manifestent par des fentes d'importance et de formes diverses suivant leur position. On peut distinguer trois grands types d'éléments. On a des fissures de traction, des fissures de cisaillement et des fissures de compression. On a encore les dimensions de glissement sont définies par la largeur ou la longueur du rupture totale et la profondeur. Pour la largeur, c'est la distance entre les flancs. Pour la longueur de rupture, c'est la distance entre la couronne et le pied. La profondeur de glissement entre la surface de glissement et le terrain naturel. Classification des glissements. Selon la profondeur estimée de la surface de glissement, selon le degré d'activité défini par une variation de la vitesse moyenne long terme du mouvement, la classification proposée dans les recommandations prises en compte des dangers dus au mouvement du terrain dans le cadre des activités de l'aménagement du territoire, le TOLEM 1996, définit trois subdivisions pour chacun des deux paramètres. La profondeur et la surface de glissement et qui dépend lorsque le glissement superficiel entre 0 à 2 mètres, glissement semi-profond 2 à 10 mètres, glissement profond supérieur à 10 mètres. Pour l'activité de glissement surstabilisé très long, entre 0 à 2 centimes par an, glissement peu actif en long, 2 à 10 centimes par an, glissement actif en long avec phase rapide, 10 centimes par an. Classification du glissement selon la Comité international de la géologie et de l'ingénieur. On a un écroulement que ce sont lorsque les blocs de rochers sont tombés selon une pente. On a un glissement terrain où il y a un terrain se charge glissé ou une masse de grande taille glissante. On a fliage lorsqu'on a un terrain sous la sécheresse où il y a de grandes masses d'argile dans les périodes de sécheresse. On a un gonflement et dégonflement, ce qui donne un affaissement de terrain. On a d'autres choses, l'écoulement ou décollé. Pour l'écroulement, l'étude de l'écroulement et le bloc, pour ce dernier, on se préoccupe guère de la façon dont il s'est détaché, mais surtout de sa trajectoire
de son énergie. Le cas des blocs éparpillés, déboulés de pentes, parois posantes, peut être menaçant pour les usagers des infrastructures traversant le versant en question. Pour le processus d'éboulement, c'est-à-dire que le shit commence avec la désagrégation de matériel rocheux, peut être une désagrégation physique ou chimique, ou mobile sur une pente raide au long d'une surface sur laquelle ne se développe que peu de mouvements de cisaillement. Le matériel tombe ensuite principalement en chute libre, ou en rebondissant ou en roulant. Par exemple, dans cette vidéo, on a des altérations internes ou accroissement de pression interstitielle, où il y a des blocs qui tombent. Dans la deuxième vidéo, dans cet exemple, on prouve des masses maison par érosion ou des dislocations en couches tendres sous-jacentes. On a une autre vidéo, on peut voir une grande masse qui est fracturée dans une montagne, ce qui nous donne un glissement très important du shit libre de cette masse. Pour le glissement, le processus de glissement est un mouvement de pente vers l'aval affectant une masse rocheuse ou de terrain mobile le long d'une ou plusieurs surfaces de glissement ou suivant des zones relativement minces de déformation intense par ces aimants. Les glissements peuvent être de type rotationnel, c'est-à-dire la surface de glissement circulaire, ou translationnel, c'est-à-dire les placements de type déplacement plus ou moins parallèle à la topographie. On a trois types pour glissement. On a glissement par rotation. La surface de rupture a une forme sphérique ou cylindrique. On les appelle lobes de glissement, dans le cas de glissement peu profond. Si l'éboulis est dégagé, par exemple par érosion en pédotali, d'autres glissements circulaires peuvent se produire et laisser apparaître finalement un plan de rupture pratiquement plan glissement dégressif. Position originale, glissement rotationnel. Le long d'une surface de rupture dont la forme est parfois assimilable à un cylindre, à directrice circulaire, sur le cas en partie de rupture de rempli sur sol mou et débli en sol homogène. Le deuxième, par exemple, dans cet exemple-là, on a une surface circulaire ou cylindrique. Donc, dans cette vidéo, par exemple, pour voir une masse de grande taille qui est déplacée vers l'aval, assimilable à un cylindre à directrice circulaire. Glissement plan. Le glissement plan est fixé sur une surface plane d'un pendage plus ou moins important, d'une discontinuité dans les propriétés des matériaux. Le plan de glissement peut
peut correspondre à une zone plus ou moins résistante. Par exemple, dans cet exemple-là, on a une position originelle peut se déplacer avec une pente vers l'aval. Exemple, dans cet exemple-là, où ils se produisent lorsqu'il existe une surface topographique pouvant guider une rupture de pente, donc c'est-à-dire une couche dont les caractéristiques médiocres, contact, par exemple un contact ou un manteau d'altération ou un substratum avec une pente forte, ce qui est appliqué dans les versants ou naturels ou avec des pentes plus importantes. On a un autre glissement on peut le dire c'est un glissement complexe. On a un glissement, ce qu'on appelle glissement en coin. Le glissement en coin peut aussi être considéré comme un cas particulier de glissement plan, comme le glissement qu'on a déjà vu. Donc, il y a le coin, par exemple le coin A est à faire glisser le bloc 2, alors que le coin 3 c'est opposé. C'est-à-dire le coin A, le coin 1, qui représente cette photo, le coin A est à faire glisser le bloc 2, alors que le coin 3 est c'est opposé. On a notre glissement. On peut voir dans la classification, c'est le glissement de fliage. Par rapport au glissement précédent, que l'on peut mettre en évidence une courbe de rupture et une cause mécanique, le fliage ne possède pas de ces caractéristiques. On peut penser à des phénomènes de consolidation secondaire. En réalité, il est extrêmement difficile de distinguer les cas de fliage pur, c'est-à-dire des formations d'ensemble d'une masse au sol, des mouvements de glissement le long d'une surface de rupture proche. L'utilisation de caractéristiques de fliage dans l'étude de stabilité des versants naturels est encore au stade expérimental. Par exemple, dans cette photo, où on va voir lorsqu'on a des mouvements c'est-à-dire des formations sans modification de situation extérieure. Donc, on a un affaissement de terrain c'est-à-dire sous le fliage de sol, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on a un remblis argileux où la pression interstitielle augmente, donc on a un gonflement d'argile. Après la période de sécheresse, on a un séchement du terrain argileux, ce qui donne un fliage, donc un glissement de terrain. Pour l'écoulement, un autre type de glissement, on a l'écoulement au décollé. Le processus d'écoulement collé résulte du mouvement continu d'une zone superficielle de terrain quitte rapidement la zone de cisaillement de manière compacte au départ, mais nous conservons généralement pas ce caractère compact. La répartition des vitesses au sein de la masse en mouvement est semblable à celle d'un écoulement visqueux. Le matériau perd toute structure pour devenir un fluide visqueux collé de boue ou de débris. La pente peut être la pente de ce glissement très faible de 5 à 10 degrés. Cela correspond à un transport de matériaux par de l'eau. Ce sont généralement les suites
d'un glissement en haute montagne qui barre un torrent à ce que le barrage tienne. Par exemple, lorsqu'on a une montagne ou une zone de départ des matériaux, où on a un chenal d'écoulement, ce qui fait que l'eau qui est traversée ce chenal d'écoulement, tout le matériau doit être déplacé vers un lobe terminal ou en longue de, de charge, ce qui fait un désordre dans l'infrastructure de cette route. Par exemple, on a ici, dans cette photo, on a ici un chenal d'écoulement et ici un lobe terminal, donc ce qui fait un décharriage, un long de charriage ici sur la route, qu'on peut voir dans cette photo. Par exemple, pour découler du mouvement où les coulées sont un mouvement important, pour voir dans cette vidéo le dernier glissement en 2021 au Japon, où lorsqu'on a des inondations, ce qui fait qu'on a des masses de sol à l'état liquide qui, dans leur écoulement, peuvent transporter un débit solide important, c'est-à-dire le rocher, tronc d'arbres, débris de construction, etc. Donc, généralement, on a un déplacement brutal de masse de sol à l'état liquide dont leur écoulement pouvant transporter un débit solide important de rochers, troncs d'arbres, débris de construction, etc. dont l'impact sur le structure peut être désastreux. Nous avons donc cité les cas de rééquilibrer donc dans ce type de glissement, c'est le cas au Japon. Donc, où on a dans la topographie en montagne, souvent on fait des rencontres de matériaux glissés et d'un courant de torrent que le fond de pluie à la formation de coulées boueuses. Donc ces coulées boueuses emportent plusieurs coulées des masses importantes. Par exemple ici, on voit que du coup les boueuses sont très très importants, ce qui fait des dégâts très très importants à les édifices de construction et à l'infrastructure. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.